Madame, Monsieur, bonsoir. Et encore une fois, merci pour votre fidélité à l'émission Son de Tour. On nous dit que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder malgré l'heure tardive. Encore une fois, merci. Merci de nous accompagner. Merci surtout d'accompagner la DRTV depuis bientôt 10 ans, puisque dans quelques mois, nous allons fêter le 10e anniversaire de la DRTV. Et nous voudrons profiter de cette occasion de remercier nos téléspectateurs parce que ce sont eux qui font que nous soyons là. Et aussi nos annonceurs qui ont toujours cru en la DRTV et qui font que chaque jour qui passe, nous en faisons un peu plus pour eux et pour nos téléspectateurs. Merci à vous. Alors, ce soir, nous allons parler des partis politiques. Après la législative de 2012, quel avenir pour les partis politiques traditionnels? Les gens seront peut-être surpris que nous puissions utiliser le mot parti politique traditionnel. C'est comme s'il y avait deux types de partis politiques. Mais pour ceux qui suivent l'actualité politique du Congo depuis une dizaine d'années, sinon une vingtaine d'années, ils ont dû observer qu'entre 1991 et 2012, il s'en est passé des choses et on a vu naître des partis politiques. Certains ont résisté, d'autres ont disparu. Quelles ont été les raisons de cette érosion? Pourquoi certains ont tenu, pourquoi d'autres non? Si on donnait les noms des partis politiques qui ont existé en 1991, très peu se souviendront de ces partis. Pourquoi? Et ici, nous voulons nous poser la question de savoir quel sera l'avenir de ces partis politiques traditionnels. Est-ce que ces partis politiques qui n'auront pas résisté à l'histoire ne disparaîtront pas, eux y compris leurs militants, à défaut de fondre au sein d'un parti qui pourrait être un parti unique qui ne dirait pas son nom, dans la mesure où aujourd'hui dans le débat politique national, c'est l'argent, semble-t-il, qui commande, et on peut imaginer que c'est le début même de la crise des idéologies et même la fin de la doctrine qui peut sous-tendre le fonctionnement de tel ou tel parti politique. Et si les partis politiques venaient à disparaître par manque d'idéologie, ça se serait. Est-ce que c'est parce que il n'y aurait plus de clientèle politique pour les suivre dans les militants? Ça se serait également. Mais il y a 20 ans, ces partis politiques caracolaient en tête. Nous avons été surpris, malheureusement on n'a pas les images, de constater que lors d'une rencontre regroupant la coalition des partis politiques, certains traditionnels, je ne vais pas les citer pour l'instant, que l'on n'ait pas eu une mobilisation conséquente de leurs militants. Alors que il y a 10 ans, il y a 20 ans, lorsqu'ils étaient au premier plan, ils remplissaient les salles, les cours, et ils étaient adulés, leur chef était adulé. Aujourd'hui, ils sont quasiment dans l'anonymat, ou sinon, ils sont en train de raser les murs. Quel avenir pour les partis politiques traditionnels? Faut-il pour exister être aux commandes, ou lorsqu'on a perdu les rênes du pouvoir, disparaître à petit feu? C'est un peu ce que nous allons voir avec nos invités. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir l'honorable Kadia. Bonsoir honorable. Bonsoir. Monsieur François Ngakoso, qui est un universitaire, analyste politique. Bonsoir monsieur Ngakoso. Bonsoir monsieur Séni. C'est un nouveau venu, c'est la première fois qu'il vient à notre émission. Monsieur Mafimba, un habitué. Bonsoir monsieur Mafimba. Bonsoir monsieur Soli Benga. Monsieur Timothée Makita, un nouveau venu aussi. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc, première question, pour mettre un peu l'huile au feu. À quoi servent les partis politiques et à quoi serviraient les partis politiques au Congo? À quoi servent les partis politiques en général, mais au Congo, à quoi serviraient-ils? Honorable Kadia,
Question pour tout le monde. Bien, le parti politique a pour rôle d'abord de mettre sa vision de la société dans laquelle il est créé, et donc la diffuser, et puis emporter avec soi la conviction d'un certain nombre de ses concitoyens. Et une fois que ce grand nombre s'exprime, il envisage la prise du pouvoir pour qu'il l'exerce dans le but de faire aboutir sa vision. Par exemple, nous avons vu le PCT sous Marien Ngouabi. Il pensait à une nation dirigée par la masse travailleuse, la masse paysanne. Et donc, ce sont les paysans, ce sont les travailleurs qui en ce temps faisaient l'État, et il visait une société juste socialement, et qui d'ailleurs était prolétaire, et qui d'ailleurs se nourrissait à partir des efforts de l'État. Donc tout était étatisé, et qui n'avait pas donc à distinguer le bourgeois et le pauvre. Voilà une vision d'antan. Et c'est ça ce que devait viser un parti politique. Bon, maintenant, aujourd'hui, la question va répondre. Est-ce que vraiment aujourd'hui il y a des partis politiques comme tels? Je ne crois plus, parce que là, même le PCT qui avait affiché une idéologie et qui avait même une éthique, du PCT. Quand vous rencontrez un membre du PCT, vous savez que vraiment celui était membre du PCT, c'était un camarade, expert et rouge. Aujourd'hui, je me demande, moi je suis président d'un parti, de la LEDIP, je suis en train d'observer des véritables déviations. D'abord, il est difficile aujourd'hui d'établir un clivage entre les membres, un tel parti et un tel autre parti. Il n'y a pas de clivage, ni dans le comportement, ni dans les idéologies. Deuxièmement, les idéologies sont mortes. Mais disons encore une chose. À la vérité, tous les fondateurs de ces partis sont partis de leur parti. Permettez-moi la typologie. Le président Marien Ngouabi est mort. Le président Kolela est mort. Le président Milongo est mort. Le président Lissouba n'est pas mort, mais il n'existe plus son parti. Au point où on se demande si ceux qui continuent leur œuvre le font dans l'orthodoxie tracée par les fondateurs. Et puis, nous revenons peut-être là-dessus pour voir s'il y a des effets qui sont liés à l'être même qui dirige le parti. Monsieur Ngakoso, à quoi finalement sert un parti politique? Vous n'êtes pas président d'un parti, peut-être même pas membre d'un parti, mais peut-être savoir à quoi il sert. Certains disent qu'il concourt au suffrage universel pour exercer un jour le pouvoir. Oui, ben ça c'est le but. Mais comment est-il constitué? Est-ce que un parti politique serait un rassemblement des hommes et de femmes qui concourent certainement à l'exercice du pouvoir, mais autour d'un idéal, que tous devaient être unis et rassemblés pour défendre et promouvoir? Est-ce que chez nous, les citoyens congolais ont-ils cet aspect, ce comportement pour promouvoir une idée et la défendre? C'est là où se pose le problème aujourd'hui, parce qu'on constate que on retrouve aujourd'hui le même militant, le même citoyen dans X partis à la fois. Quand c'est pas le phénomène de t-shirt. Si c'est ça, c'est pas. Vous ne pouvez pas savoir si c'est un militant ou c'est juste quelqu'un qui vient pour... Si c'est un militant X qui se retrouve au parti Y, demain le parti Massamba organise une activité qui lui se retrouve. En quoi il peut se définir membre d'un parti? Voilà. Parce qu'on ne peut pas être membre d'un parti. Un citoyen ne pouvait en réalité pas appartenir à deux ou trois partis. C'est inconcevable. Très bien. Mais peut-être qu'on analysera ce phénomène. C'est peut-être un phénomène que nous devons analyser, qui ne ressemble peut-être pas au militantisme comme tel. Monsieur Mafima, je crois qu'il y a le phénomène des 2000 francs que l'honorable distribuait lors des campagnes.
et des t-shirts que certains aussi distribuaient lors des campagnes, qui parfois ne déterminent pas le degré de militantisme des gens qui vous suivent. Il y a aussi des badauds, mais un parti politique. Un parti politique. Vous avez posé la question. Je tiens d'abord à vous remercier, M. Soli Benga, de cette invitation, parce que ce sujet est très important, c'est très important pour l'avenir même de la démocratie dans notre pays. Je crois qu'il faudrait commencer déjà à cerner un peu la notion de parti politique. On peut regarder ça sous deux angles. Le premier angle, l'angle idéologique, sinon doctrinal. C'est-à-dire des hommes ou des femmes qui se rassemblent et qui partagent une même vision idéologique et doctrinale. Deuxième angle, l'angle institutionnel. Des hommes et des femmes toujours qui se rassemblent pour concourir à la conquête, pour la conquête du pouvoir et surtout pour être l'élément essentiel du jeu démocratique. Voilà un peu comment on peut cerner un parti politique. Alors, à quoi ça va servir pour le Congo? Une fois que nous avons cerné cette notion de parti politique, mais on peut dire que comme le Congo, notre pays, a fait le choix d'aller au pluralisme politique, à la démocratie en 1990, mais la question qu'on doit se dire, est-ce que le processus démocratique peut se faire si nous n'avons pas de partis politiques? Et c'est cette question qui va nous préoccuper durant toute cette soirée pour savoir, est-ce que nous avons véritablement des partis politiques véritables dans notre pays? Est-ce que nous avons cerné, compris cette notion de parti politique? Voilà un peu ma première réaction par rapport à ce qui se dit. Mon cher Timothée, là, M. Mafima met déjà la barre très haute. Est-ce que nous avons vraiment des partis politiques qui peuvent vraiment nous donner cet aspect que réellement le Congo peut se permettre d'un débat démocratique qui permet à toutes les obédiences, toutes les confessions de s'exprimer? Alors finalement, les partis politiques au Congo, est-ce qu'ils existent et à quoi servent-ils et quelles sont leurs ambitions immédiates? Merci beaucoup, M. Soli Benga, pour cette première invitation sur DRTV. Nous allons essayer de répondre à ces questionnements. Un parti politique, comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est une formation et une famille d'idées. Et cette famille d'idées s'organise autour d'un projet de société, donc d'une vision de la société qui va se fonder sur des valeurs, qui va se fonder sur un programme et qui visera, ce programme, le bien-être collectif. Parce qu'on ne peut pas parler d'un parti politique sans les valeurs. On ne peut pas parler d'un parti politique sans le programme. Et les textes eux-mêmes, la plupart des constitutions dans le monde et au Congo, définissent le rôle des partis politiques en disant qu'ils se forment librement et concourent au fonctionnement de la démocratie. Et cette démocratie s'exprime quand il s'agit de vote et de choix des dirigeants à travers le suffrage universel. Mais je crois que très tôt, nous allons constater qu'il y a une manie chez nous d'inverser un peu les concepts qui sont nés au bord de la Méditerranée. Les partis politiques prennent la coloration de regroupements ethniques, et cela depuis les guerres qu'on a connues juste à l'aube des indépendances. Et de plus en plus, les partis se forment autour d'un personnage mythique qui rassemble souvent les originaires de sa région, de sa tribu, si bien que nous avons du mal à répondre aux caractéristiques d'un véritable parti de masse, un parti qui devait être national et rassembler les femmes et les hommes sans distinction d'origine ethnique ou régionale. Et il s'avère, comme l'a dit tout à l'heure l'honorable, que lorsque disparaissent ces leaders historiques, nous avons l'impression que tout le projet s'effondre avec le leader historique. Est-ce que ces leaders historiques sont porteurs de projets ou n'ont que leur nom pour faire vivre leur parti politique? Parce que s'ils avaient un projet,
peut-être ça se serait, et qu'il y aurait une continuité. Voilà, on le prendrait en charge. C'est vrai, c'est souvent un mythe. Ce personnage porte en lui une certaine mythologie de groupe qui permet justement pendant tout le temps de sa vie ou de son activité de fédérer un peu tout le monde, tous qui ont adhéré autour de sa personne. Mais c'est justement sa disparition ou son éclipse, comme on a parlé tout à l'heure du président Lissouba, qui va révéler cette absence de projet réel et de socle de doctrine ou de valeur. Alors, est-ce que la vraie question des partis politiques traditionnels, est-ce que ce n'est pas l'absence de doctrine et même le flou qui opère autour des idéologies? Est-ce que les partis politiques, vous venez de me dire que vous avez créé votre propre parti, mais on croit savoir qu'on vous a connu beaucoup plus dans les rangs de l'UPADES, si je ne me trompe pas. Mais vous avez une vocation tardive à vouloir être aussi roi parmi la cour. Peut-être pour vous disputer le gâteau lorsqu'on est en arrière-plan, ce n'est pas évident. Sony, je voudrais profiter de cette occasion pour dire que un parti fonctionne exactement comme une église, comme une entreprise. Ah, d'accord. L'église utilise la parole de Dieu. L'entreprise utilise l'argent. Et le parti utilise les idées et les valeurs. Si une église doit chaque dimanche organiser des cultes pour lire la parole de Dieu, la même Bible que l'on lit toutes les années, si une entreprise doit chaque semaine, chaque mois, organiser des réunions pour voir comment fonctionnent ces organes, Ouais. eh bien, le parti doit aussi fonctionner de la même manière. C'est-à-dire que chaque semaine, chaque jour, un membre du parti, un organe du parti doit avoir une tâche à remplir. N'est-ce pas? Et c'est en remplissant ces tâches que le parti diffuse sa vision. Et le parti doit être capable de convertir un grand nombre de ses conseillers, des conseillers en membres. Voilà le travail du parti. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons par exemple dans le cas de notre État une question assez lancinante, la question de la pauvreté, la question par exemple de la fonction publique qui est extravagante. Alors le parti doit avoir une politique pour arriver à déflater la fonction publique. Pour arriver à... Au cas où il arriverait au pouvoir. Il doit avoir une idée sur la possibilité de déflater même les champs politiques. Vous savez, aujourd'hui en politique, il y a même des gens sans vocation qui arrivent. On leur donne de l'argent, ils deviennent membres d'un parti, on leur donne 20 millions, ils vont dans un district, ils deviennent députés. Et c'est là, à l'hémicycle, qu'ils commencent à apprendre à faire la politique. C'est pas normal. Vous voyez? Bon. Alors, donc le parti, chaque parti doit avoir comme son petit gouvernement et qui traite de toutes les questions relatives à la vie de la nation. Si bien que le fonctionnement du parti est comme celui d'un véhicule qui roule. Alors, dès lors qu'un parti ne fonctionne pas comme ça, c'est-à-dire ne met aucune opinion, n'a aucune vision sur quoi que ce soit de la nation, ce n'est plus un parti. N'est-ce pas? Mais la constitution de ces partis, sans vous interrompre, la constitution de ces partis obéissent à quoi? Est-ce qu'on constitue un parti autour d'un mythe, comme quelqu'un vient de le dire, ou autour des valeurs, pour ne pas dire des idées, et on construit, dans la constitution de ces partis-là, tourne autour de quelles valeurs? En réalité, à l'intérieur, il y a deux choses. Parce qu'avant de concourir, c'est pas au suffrage universel, Oui. mais il faut quand même qu'on sache sur quelle base seront opérés les choix de la part de ceux qui peut-être vous enverront, c'est pas à l'hémicycle ou bien à la présidence de la République, c'est ça. Sony, je vais vous dire une chose. Allez-y. À l'intérieur, il y a les deux aspects. Il y a d'abord le fondateur du parti qui a sa vision. Je pourrais vous rappeler ça de l'histoire. N'est-ce pas? Bon. Mais Et en dehors... encore que le PADES de ce bas a pris peut-être un peu milieu, parce que les autres l'avaient commencé d'une autre façon. Non. L'UPADES, c'est la création de l'ISUBA. Les autres États, l'UNDP ou bien RDPS. Ça, je reviens dessus. Okay. Alors, donc,
le fondateur doit avoir certainement sa vision, mais qui n'est pas toujours partagée par un certain nombre de concitoyens. Et certains, prenant le raccourci, viennent pour le mythe. Pascal Lissouba est capable de compter le nombre de les feuilles, voilà. C'est-à-dire, il ne parle pas de la science, il ne parle pas de la technologie, il ne parle pas de la décentralisation, il parle de Lissouba, l'homme qui est capable de compter les nombres. Ça existe. Mais ce n'est pas du tout la volonté Et puis en plus, vient le phénomène sectoriel ou bien sectariste ou bien tribaliste, qui n'est pas toujours le fait du fondateur. Ça peut être le fait de ceux-là qui instrumentalisent finalement. Ils instrumentalisent la tribu pour se faire une place dans les institutions. Ça, c'est un autre cas de figure, qui n'est pas toujours lié à la volonté du fondateur. Mais ça, il faut aussi le dire, c'est un déficit culturel qui vient aussi du manquement dans l'animation des partis. Si les partis animeraient bien leurs organes, leurs militants, eh bien, on aurait aujourd'hui des citoyens beaucoup plus aguerris, qui auraient une culture républicaine et citoyenne un peu plus que le logiciel mental aurait changé. Alors, malheureusement, on ne l'a pas fait. Quand un parti a gagné le pouvoir, les gens se précipitent à aller vers l'État, vers la gestion des postes d'État, au lieu d'encadrer les militants au niveau du parti. Au point où souvent on a confondu. Il y en a qui se comportent en militant, par exemple, à l'Assemblée nationale. Non. Quand on est à l'Assemblée nationale, on devient le député de tout le monde. Mais si tu veux faire la politique de ton parti, tu vas dans ton parti. Voilà un peu le problème que nous connaissons aujourd'hui. Monsieur Affirmation, vous avez rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur en fait l'origine même, sur la création même, ce qui milite à la création de nos partis politiques. Mais je crois qu'il faudrait qu'on fasse une lecture de notre histoire. Nous avons eu deux séquences. Le pluralisme politique, nous avons connu jusqu'en 63, 58-63, je ne suis pas un historien. Bon, 63. Et en gros, on avait trois grands partis politiques, autour de Jacques Opango, autour de MSA, voilà. Mais on se rend compte, lorsqu'on relit cette période de notre histoire, qu'il y avait un élément important quand même, il y avait des convictions. Les gens se rassemblaient véritablement pour un minimum de convictions, sinon, parce qu'ils partageaient une doctrine, une idéologie. Il y a un cas assez révélateur de la force des convictions. On se souvient de l'épisode Jacques Opango, Youlou en minorité, Jacques Opango qui arrive à Brazzaville, qui préfère rejoindre, alors qu'il était concurrent, mais qui préfère rejoindre Youlou parce qu'ils partageaient la même vision pour une période bien donnée. Mais quand on prend la deuxième séquence, monsieur... se faire arrêter et puis voilà. À côté de Youlou. Lorsque nous prenons la deuxième séquence, alors que les communistes l'avaient ça veut dire qu'il y avait une conviction forte. Mais prenons la deuxième séquence. Lorsque le pluralisme politique arrive dans notre pays en 90, les partis se créent. Moi, je pars toujours du principe qu'on avait l'impression que c'était Zaïko avec les Zaïko qui se créaient, les petits Zaïko qui se créaient. Le PCT se disloque. Les gens, on a vu des classiques du PCT, des gens qui sont restés des années, des idéologues du PCT, se retrouver dans d'autres partis politiques. Devenir des démocrates. La question qu'on s'est posée à cette époque, est-ce que ces gens-là sont partis parce qu'ils avaient des divergences idéologiques ou doctrinales avec le PCT, ou parce qu'il fallait aller rejoindre le leader de tel parti pour des considérations subjectives? C'est là où est-ce que j'appellerais une maladie congénitale de nos partis politiques dits traditionnels, sinon historiques. Ce qui revient à dire que lorsque c'est facile que leur disparition aujourd'hui n'est que la conséquence de cette malformation congénitale, de cette création, on va dire quasiment douteuse, parce qu'elle s'est faite sur des bases, sur des considérations subjectives et non objectives. Dans ce qu'a dit Timothée, M. Makita tout à l'heure, en disant que non, les partis sont créés parfois sur des bases d'abord ethniques. Est-ce que le fait qu'en 90, 91, la conférence nationale mettant quasiment le PCT en minorité dans le débat, certains pensaient que non, le bateau prenait l'eau, il fallait peut-être s'acoquiner aux gens de son terroir.
est-ce que la constitution de ces partis-là n'ont pas obéi à cela? Parce qu'on peut imaginer un certain Tchimambila, qui était aussi un homme fort du PCT, rejoindre le MSTDDI pour des raisons peut-être beaucoup plus géoethniques que idéologie. Mais je rebondis sur ce qui a été dit par mes camarades ici. Un parti politique, c'est un laboratoire d'idées. Et nous nous sommes rendus compte, et quand je m'inspire de l'article de Guy Mafimba sur la débâcle du RDD... Nous y reviendrons. Voilà, c'est un réquisitoire assez violent. Le problème, c'est que il y a une culture politique ambiante dans un pays qui permet aux citoyens d'abord de se situer par rapport au débat politique. Or, cette culture étant dans une certaine vacuité, fait que le réflexe premier du citoyen congolais, c'est de se dire le parti politique, c'est une espèce de regroupement des originaires de tel endroit. Mais les intellectuels, les cadres des partis ne font rien pour les en dissuader. Parce que justement, comme l'a dit l'honorable, on va instrumentaliser cette adhésion un peu puérile pour obtenir quelque part des gains sur le plan politique. Et nous pensons que même l'idéologie qui a précédé la conférence nationale, c'est-à-dire qui a duré, on peut dire, de 1963 à 1991, n'était pas véritablement assis sur un socle, puisque d'adhésion. Il a suffi que M. Gorbatchev dise, bon, moi ici, j'ai fini avec ce communisme. Tout le monde s'est réveillé ici, libéral et démocrate. Alors, quand on pense que pendant toute cette période, rappelez-vous, la conférence nationale a recensé 3000 assassinats d'inspiration politique. Qu'on a donc tué des gens. On a traité des gens comme si c'était des bêtes de somme. Tout simplement parce qu'ils ne pensaient pas comme les autres. Et tout d'un coup, on nous dit non, 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 tout le monde est démocrate. Alors, on va se rapprocher de Pascal Lissouba, de Bernard Kolela, de Denis Sassou Nguesso, en fonction, non pas de nouvelles idées, parce qu'elles ne sont pas là, ou si elles sont là, on les connaît depuis très longtemps, mais on les a mis complètement en marge de mais les mêmes qui étaient porteurs des idées qui ont rejoint les partis politiques créés après la conférence nationale, étaient aussi des caciques de ces partis-là, qui avaient aussi un mode de fonctionnement. Est-ce que ce n'est pas ce mode de fonctionnement que nous avons retrouvé, que nous retrouverons par la suite dans les partis où ils iront, comment on appelle ça là, gérer ou sinon pantoufler? L'une des explications des crises actuelles des différents partis part de là. Moi, j'ai entendu à l'UPADES, quand les conflits ont commencé, certains jeunes dire voilà, ils ont amené la culture, ils ont amené la culture politique de leur parti unique et tout ça. Et donc, c'est tout à fait juste cette remarque-là, parce que dans la réalité, on ne se convertit pas en une nuit de stalinien en démocrate. En démocrate. Alors, M. Ngakoso, finalement, là, il était hors de question qu'on parle d'idéologie. Positionnement. Oui. Rapprochement. Vous avez constaté que même les grands défenseurs du PCT de l'époque, quand le bateau a commencé à prendre l'eau, ont sauté dans d'autres pirogues. C'est pour dire que quand ils étaient là-bas, ils ne défendaient pas, ils ne croyaient pas à l'idéologie. Ils ne partaient que pour leurs intérêts, mais non pour satisfaire les besoins de la population. Et donc, lorsque les contradictions commençaient à les marginaliser, ils ont cherché là où il fallait mettre un peu là. Où se protéger. Ils ne sont pas partis en réalité pour aller... Se protéger contre qui et pourquoi? Parce qu'on a pensé que le PCT était un serpent qui avait déjà mordu beaucoup, et il fallait abattre le serpent pour enlever le venin. Chacun, en ce moment-là, il fallait donc quitter
la maison où se trouvait le serpent, au risque d'être emporté avec le serpent. Autrement dit, autrement dit, et puis, excusez-moi. Allez-y. Et en quittant pour aller créer d'autres formations, ils n'avaient pas une culture politique. Ils ne défendaient aucune idéologie, mais ceux qui les ont suivis, parce que, bon, géopolitique et peut-être positionnement aidant, sont partis comme ça pour gérer comme des associations du village traditionnel, au lieu d'amener la culture politique pour gérer le parti d'une manière scientifique. Mais non, c'était des groupements comme ça qui ne défendaient aucune idéologie. Les mêmes qui étaient, et les mêmes, qui les étaient mêmes marginalisés causes. dans ce parti unique sont devenus des leaders dans ces nouveaux partis, et eux aussi ont marginalisé, sinon se sont accaparés disons marginalisés. Monsieur Soni, je crois que... Donc un même logiciel, mais en fait, le logiciel est resté le même. Même ceux qui sont restés au sein du PCT. Enfin, disons, Ils ont gardé la symbolique, mais l'essentiel du PCT, ils l'ont enlevé. mais puisque eux, ils ont fonctionné toujours comme ça. Je voudrais dire un mot dessus. Il y en a qui sont partis du PCT pour les autres partis. Mais il y en a qui sont restés dans le PCT pour inverser le PCT. Parce que la dimension de travail n'existe plus. Ce qui disait hier bourgeoisie avec Mariam Ngouabi. Sous Mariam Ngouabi, on disait bourgeoisie à la bourgeoisie. Mais aujourd'hui, c'est les grands bourgeois. Autant de Mariam Ngouabi, on n'admettait pas des bourgeois, des détourneurs, des escrocs, des religieux au PCT. Ils sont bien restés au PCT, c'est vrai, mais ce n'est pas le même PCT. Ils ont gardé le nom PCT, mais le contenu n'est pas le même. Je crois que je dois dire une chose, et que ce soit ceux qui sont partis ailleurs, que ce soit ceux qui sont restés et qui ont muté. Parce que, souvenez-vous l'affaire Le Koundou. Parce que vous avez aussi des mutants aussi. Ah oui, l'affaire Le Koundou, c'est à l'intérieur du parti. L'affaire Le Koundou, c'est à l'intérieur du PCT. Les deux congrès sous le Koundou. Donc je dis une chose. Je dis que les idéologies étaient l'affaire des fondateurs. Mariam parti, l'idéologie du PCT est morte. Un petit moment, ça a tenu un peu, puis après, paf, c'est fini. De toute façon, toute la cabale qu'il a eue. Est-ce qu'il y avait même une idéologie? Ah oui. Moi, je suis jeune, sorti de cette idéologie. J'ai cru au prolétariat, j'ai cru à l'équité, j'ai cru à la nationalisation, j'ai cru à l'étatisation. Et jusqu'à présent, je pense que l'État peut soutenir le développement de la nation en étant lui aussi producteur. Parce que la rétribution sera égalitaire. Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est des écarts terribles. C'est des milliardaires. Et puis à côté des gens qui n'ont vraiment rien. Et je me demande même d'ailleurs ceux qui sont aujourd'hui milliardaires, s'ils arriveraient à créer des entreprises. Parce qu'ils sont en train de dire qu'il faut créer un petit capitalisme national, c'est vrai. S'ils arriveraient à créer des entreprises, qui sera acheteur? Mais ce n'est pas le Congolais qui sera acheteur. C'est qui sera consommateur de leur produit, parce que le Congolais n'a rien. Très bien. Donc je dis les écarts sont grands. Alors je dis, encore là que je dis une chose. Souvent ils ont jeté l'anathème sur la conférence nationale pour dire non, la conférence nationale avait demandé le pluralisme, mais la conférence nationale n'avait pas obligé les gens à quitter leurs idéologies. Non, pas du tout. Pas du tout. Là, vous évoquez plusieurs sujets à la fois. Pas quitter les idéologies, mais la question c'est est-ce que les idéologies existaient? Vous avez dit oui à l'époque du PCT. Est-ce que les autres sont arrivés avec les idéologies? On peut se poser la question, est-ce qu'on peut muter en passant de l'idéologie marxisme pur et dur pour devenir un social-démocrate ou peut-être même un libéral? Monsieur Mafima, parce que c'est ça. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas. Un homme intelligent doit effectivement évoluer par rapport à la société, intégrer un certain nombre de paramètres. Ça, on peut comprendre cela. Mais, malheureusement, je pense vous êtes pour le tout État que vous avez défendu mais le constat est que, comme le disait l'honorable tout à l'heure... Est-ce que vous pouvez être pour le libéralisme à tout va? Il n'y a aucune sincérité, comme je dis. Parce que si véritablement, même quand les leaders ne sont pas là, mais que lorsqu'on a des convictions, vous êtes arrivé dans un parti politique parce que vous avez cru à cette vision, vous allez vous battre pour cette vision-là, quel que soit, que vous soyez à l'opposition et aux affaires. Alors, pourquoi est-ce que les convictions ne subsistent pas ou ne survivent pas
à la disparition des leaders fondateurs charismatiques. Mais pour la simple raison, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que nous avons une maladie congénitale lorsque nous avons créé ces partis politiques au sortir de la conférence nationale. Les gens ne se sont... C'est la deuxième dimension qui a pris le pas, la dimension conquête du pouvoir. Les gens se sont rendus compte que le PCT à cette époque-là était pratiquement une minorité, sinon laminé. Il fallait aller là où, comme on dit en l'adage, là où l'eau coule. Mais les gens ne sont pas partis. Donc la dimension conquête du pouvoir a prévalu, qui continue à prévaloir jusqu'à aujourd'hui. Ce qui revient à dire que nos partis politiques ne sont pas véritablement des partis politiques parce qu'on met l'accent sur une seule dimension qui consiste à dire conquérir le pouvoir. Je vais vous prendre un exemple simple. Vous allez constater, un ministre dans un parti politique, on va le virer de son gouvernement. Demain, vous allez voir, il va créer son propre parti politique. Je prends le cas du ministre Boukoulou. Boukoulou, lorsqu'il est à l'UPADES, il est viré au ministère des Affaires étrangères à l'époque. Le lendemain, il a créé son parti politique. Bon, je vous pose la question de savoir, est-ce que vous avez... Il rentre même dans l'opposition. De l'opposition. Donc, ce qui alliance avec le RDPS et puis le parti de Paul Kaya pour créer le mur. Exactement, pour me résumer. Pas si en tout cas, moi je pense que, comme je le disais tantôt, un parti politique, c'est deux dimensions. On se rassemble parce qu'on partage la même doctrine et on se rassemble parce qu'on veut conquérir le pouvoir pour faire triompher ses idées. Mais chez nous, malheureusement, c'est la deuxième dimension, conquête du pouvoir. Pour conquête du pouvoir qui prévaut. Je voudrais même ajouter quelque chose qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nos partis politiques ne sont que des partis politiques de nom. Les contentieux historiques. Il y a des gens qui créent des partis politiques parce qu'il y a un contentieux historique avec un autre leader de ce parti politique. Et on l'a vu à la conférence nationale. Il y a des gens qui ont quitté le PCT parce qu'ils voulaient régler des comptes à ceux-là qui sont restés. Et ceux-là qui sont restés voulaient régler les comptes aux autres. Et nous avons eu pas mal de conflits pour cette raison. Et aujourd'hui se tiennent encore, puisque certains sont encore vivants, ils ont du mal à se départir de leurs secrets, qui les lient. Monsieur, oui, je rebondis sur ce qu'a dit l'honorable tout à l'heure à propos des idéologies. Mais nous avons quand même eu l'expérience de certains pays qui ont mis en œuvre, par exemple, l'idéologie léniniste, marxiste. Les fondements de l'ex-Union soviétique. Bon, mais quand même, chez nous, nous n'avons pas connu des tickets de rationnement, on n'a pas connu les kolkhozes ou les sovkhozes, il y avait peut-être un peu l'ARR quelque part. Mais cela signifie quoi? Qu'il y a une espèce de mimétisme, mais qu'au niveau de la pratique, les gens, il l'a dit tout à l'heure, et c'est très intéressant de voir que des matérialistes qui disaient qu'ils allaient transformer les églises en cases du parti, quelques années après, sont devenus parmi les plus grands croyants. Certains sont prédicateurs, ben voilà, des pasteurs, et d'autres tous les dimanches, ils prennent le... Comment vous appelez ça? L'étatisation. On a vu comment la conférence des entreprises dans notre pays a fait la radioscopie des faiblesses de nos entreprises qu'on avait mises en place, parce qu'il fallait les subventionner, il fallait une perfusion permanente de l'État. Parce que les choix des managers, c'est là aussi effectué souvent sur des bases subjectives. Voilà. Et donc, ceux qui vont partir créer de nouveaux partis, rappelez-vous que la conférence nationale a tourné au réquisitoire du PCT. Donc personne ne voulait être avec les pestiférés. Porter la charge du passé sur soi. Voilà. Nous allons marquer une petite pause parce que on est quand même une chaîne privée, une petite pause publicitaire et puis après on reviendra sur ce plateau parce que l'actualité aussi nous oblige à parler du remaniement, j'allais dire du mini-remaniement du gouvernement qui vient d'avoir lieu avec, comme le mot est à la mode, le déguerpissement de certains ministres du gouvernement et puis l'entrée de certains dans le gouvernement. On y reviendra dans cette deuxième partie, une petite page de publicité et on revient sur ce plateau pour avoir votre avis sur ce mini-remaniement. À la régie, si vous êtes prêts, une page de publicité, on revient sur ce plateau. Voilà, retour sur ce plateau pour la deuxième partie de cette émission, son détour. Après les législatives de 2012, quel avenir pour les partis politiques traditionnels?
Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau l'honorable Kadia, qui est député sortant. Mais quand on a été député dans sa vie, on y restera, on le portera. Et voilà. Monsieur François Ngakoso, Monsieur Timothée Makita, universitaire, aussi candidat malheureux, si je crois. Oui, candidat malheureux. De 2012. Bon, je ne vais pas avoir avec moi que des amis qui ont été des candidats malheureux, mais il faut aussi que j'en ai qui gagnent. Monsieur Mafimba, qui est membre du RDD aussi, nous allons parler tout à l'heure de, j'allais dire entre guillemets, son coup de gueule, mais je voudrais, peut-être pour ceux qui auront pris cette émission au milieu, qui n'ont pas suivi l'actualité à 20h, le décret numéro 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du gouvernement a été rendu public aujourd'hui par le directeur de cabinet du ministre ou du président de la République, M. Firma Yessa, où on a donné la composition des 38 membres du gouvernement qui font partie du nouveau gouvernement, parce qu'on voulait une nouvelle équipe gouvernementale cohérente et efficace qui aboutit donc au départ de Mme Rosalie Kamaïwa, de Charles Zakari Boao, d'André Okomi Salissa, de Martial Kani, de M. Antoine Abena et aussi du ministre d'État Pierre Moussa. Mais son départ a été programmé parce qu'il a été appelé à d'autres fonctions puisqu'il assure la présence de la commission économique de la CEMAC. Voilà. Alors, nous n'allons pas citer les noms de ceux qui sont restés, mais en tout cas, c'est un peu on prend les mêmes et on recommence avec quelques changements de chaises musicales, comme on sait le faire depuis quelques années. Voilà. Nous allons revenir sur ce plateau pour cette deuxième partie et indiquer à nos téléspectateurs que nous sommes en direct. Et d'abord poser la question si les gens ont souvenance des partis politiques traditionnels dont nous faisons allusion aujourd'hui, parce qu'on a parlé de partis politiques, on n'a même pas cité un nom, on n'a cité que des noms des personnalités. Alors, honorable Kadia, les partis politiques que l'on a vu naître en 1991 ou à 90 et qui aujourd'hui peinent à exister. Bien, je voudrais, M. Soni, d'abord dire une chose. Le Congo souffre d'un mal. Ce mal, c'est le copier-coller. Je prends un terme qui est aujourd'hui à la vogue au niveau des jeunes. C'est un terme qu'on utilise en informatique, je crois, le copier-coller. Ouais. Voilà. On a copié le marxisme, on est venu le coller au Congo. Ça n'a pas marché parce qu'on ne savait pas qui pouvait être leader. Et on a aussi copié le pluralisme, c'est vrai. On est venu le mettre au Congo. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une situation, en tout cas, dangereuse. Parce que on ne comprend plus vers où on va. J'ai comme l'impression qu'on est en train de faire la revanche contre la conférence nationale. Et tenez-vous tranquille, ne dites pas que les partis politiques sont morts ou bien qu'ils sont en train de mourir, mais dites que quelque chose s'est fait pour que ces partis meurent. Avant de terminer, oui. J'aurais dû vous demander votre réaction sur la composition du nouveau gouvernement, parce que je crois que vous avez suivi... Vous avez peut-être bien fait de ne pas m'en demander, mais quand vous m'en demandez, je vais le faire. Puisqu'on est quand même là, c'est l'actualité brûlante du moment. On va faire un petit tour et puis après on reviendra sur... Je voudrais rapidement vous donner mon point de vue. Allez-y. Pour avoir été 10 années député, donc je suis comme j'ai été le baromètre du gouvernement. Je connais dans quel secteur ça a essayé de marcher. Je crois que dans ce gouvernement sortant, que l'on peut peut-être aujourd'hui qualifier d'inefficace, s'il y a eu un secteur qui a essayé de marcher, c'est l'enseignement. L'enseignement supérieur, par exemple, a fait un effort. L'enseignement secondaire aussi a fait un effort. Alors, si les partants sont les inefficaces... Comme par hasard, le ministre Abena et Mme Kamaïwa... Je vous dis une chose. D'abord, je les tous déguerpis en plus. Je l'ai rarement rencontré à l'Assemblée, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'intervention sur son ministère.
c'est un cadre qui avait la capacité d'associer tout le monde, y compris même le Parlement, dans certaines mesures prises. Alors je ne sais pas, moi, 10 ans d'Assemblée nationale, je ne sais pas qu'est-ce que je lui reprocherais. Par contre, il y a des secteurs où j'attendais les changements. Attendez, l'unicité des caisses, est-ce qu'elle est respectée au niveau des ministères? Quels sont les ministres qui ne veulent pas qu'il y ait une seule caisse d'État qui s'appelle le Trésor public? Alors, ceci dit, je pense que... je ne sais pas, il y a quelqu'un qui veut intervenir. Nous voulons... Excusez-moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait intervenir, mais à la régie, il faudrait peut-être vérifier. On a un problème de son, de niveau de son ici. Allez-y, très rapidement. Alors là, je dis qu'il faut peut-être trouver d'autres mots. Ce n'est pas la peine aussi de continuer avec cette méthode qui consiste à dire, à justifier autre chose par d'autres mots. Il faut utiliser les bons mots. Pourquoi a-t-on changé? Ce n'est pas parce qu'il manquait d'efficacité. Et l'efficacité, franchement. Mais il faudrait bien elle est quantifiable, elle est qualifiable aussi. Je crois que ce n'est pas un problème d'efficacité. C'est un problème de rapport politique, peut-être. Ça s'expliquerait. C'est un homme qui est au pouvoir, qui a un mandat, il est libre de l'exercer comme il veut, mais pas du tout parler de l'efficacité parce que même le petit élève de l'école primaire a du mal à croire que Mme Kama était inefficace. Quand on a vu ce qu'elle a fait pour le bac, par exemple, on est arrivé à un tour. Ben voilà. Ben, l'inefficacité, c'est par exemple à un certain niveau. Le taux de participation, par exemple, des Congolais aux élections. Cette inefficacité est attribuée à qui? Par exemple, ça. Donc, je crois qu'il faut qu'on s'asseye un jour pour faire une loi-programme qui va donner une orientation à ce que veulent les Congolais qui doit être appliqué. Ce n'est pas la peine de trouver toujours les mêmes tactiques en 63, qu'en 64, qu'en 68, qu'en 70, 79. C'est pas pour ça. Très bien. Alors, on va pas... mon cher Ngakoso, votre appréciation sur... c'était attendu. Hein? Vraiment, la femme était déjà à terme. Il fallait qu'elle accouche. Donc, le gouvernement était attendu. Après les législatives, les résultats, la composition du bureau de l'Assemblée, etc. Donc, il fallait quand même que... Est-ce que électrochoc il y a eu? Mais ce gouvernement était attendu au lendemain de la mise en place du bureau de l'Assemblée, donc depuis le 5 septembre. Mais malheureusement, les Congolais, ils se disent que le président n'a pas fait ce qu'il leur a dit. Parce que quand vous lisez, quand on relit et on se rappelle le discours du président de la République le 14 août 2009, on associe à cela le discours passé, et quand même on lit le décret, l'efficacité, je ne sais pas si l'efficacité, c'est comme l'efficacité et la cohérence, comme l'ont dit certains consommateurs. Est-ce que c'est dans ce changement, dans cette permutation entre assiette et table, déplacer une table ici pour remplacer là-bas, donc juste faire un déménagement d'une chambre, on sort les enfants de la chambre, et ils viennent occuper la chambre des parents, et les parents occupent une chambre avec plusieurs enfants. Est-ce que c'est ça l'efficacité? Est-ce que l'efficacité, on le retrouvera par la sortie ou le déguerpissement, comme l'ont dit certains consommateurs dans le bus, le déguerpissement au niveau des ministères de l'enseignement? Nous pensons que le président devait faire un travail efficace qui devait apporter les Congolais vers le chemin d'avenir. Mais c'est l'objectif poursuivi. Hein? L'objectif que les Congolais attendaient, c'est amener des hommes et des femmes qui devaient s'entourer, des hommes et des femmes capables d'amener le Congo et de mettre le Congo sur le chemin d'avenir. Mais il n'y est pas encore. Il me semble que le chemin là, nous risquerons de le fouiller pendant longtemps sans le trouver, s'il n'y a que ces hommes-là que le président de la République s'entoure pour l'accompagner dans son action. Ok. On va déjà commencer à... On vient à peine, il n'y a même pas 2 heures qu'on vient de donner
la composition du gouvernement que déjà vous commencez à... Mais ça veut dire que l'équipe là ne satisfait pas les Congolais. Bon, on essaiera de demander aux Congolais, même si on demande leur avis, c'est trop tard. Le décret signé. Monsieur Mafima, oui, alors, monsieur Tsoni, alors s'il faut réagir à chaud par rapport à cette nouvelle équipe gouvernementale, je dirais deux choses. Première chose, c'est la conséquence des législatives 2012. Or, si on a fait une lecture fine, objective des législatives 2012, on constatera que le plus grand parti, on parle des partis politiques, qui est sorti de ces élections, c'est le parti des abstentionnistes. Ce qui revient à dire que l'offre politique, la gouvernance depuis 5-6 ans ne correspondait pas aux attentes des Congolais. Donc l'enseignement qu'on devait tirer, c'est un véritable Big Bang politique au niveau gouvernemental. On constate. Qui passerait par... Je ne suis pas... Vous l'avez mis dans votre document. Oui, on passerait par une véritable refondation, je pense, c'est ce que j'ai dû faire. Mais je reste un peu sur ma faim de constater que c'est véritablement une chaise musicale. Mais ce qui m'a beaucoup plus, on va dire, que j'ai trouvé assez... Enfin, ça, mais je m'interroge, c'est tout le pôle éducation. L'honorable vient de le dire tout à l'heure. Nous, en tant que citoyens, en tant que politiques, on a constaté que ce pôle éducation, c'était un des pôles qui, effectivement, avait réussi à faire des choses tout à fait louables pour le collectif, pour l'intérêt général. Et on constate que les 3 ministres du pôle éducation ont été... donc, on se pose la question. Mais si les enfants continuent toujours à s'asseoir... par terre, mais alors, s'il faut évaluer par rapport aux différents pôles, je pense qu'il y avait pire. Il y avait pire, monsieur Souni, ailleurs. Malheureusement, bon, c'est un constat, et je constate malheureusement que ce n'est pas le cas, mais en même temps, je m'interroge comme l'honorable, de se dire, est-ce que véritablement, nous sommes encore dans une espèce de gouvernance rationnelle. C'est un peu plus l'irrationnel qui commence à prendre le dessus sur le rationnel. La gouvernance rationnelle, vous voulez ajouter... Je voulais revenir sur un petit aspect que vous venez de soulever. Non. C'est pas l'émission, parce que vous en prie. C'est pas le terme de l'émission. Je vous en prie. L'école n'est pas faite pour des bons équipements. L'école est faite pour des bons enseignements et y sortir des outputs de qualité. Et managé par des ministres, qui ont la vision. Est-ce qu'on n'a pas eu des outputs de qualité? J'ai dit oui. Bon, la question de l'équipement d'établement, remise par l'honorable Kadia, l'honorable Soni, l'honorable... Ça, ce n'est pas du tout le ministre. Parce qu'on connaît comment ça se passe au niveau des investissements. Mais le ministre, c'est la qualité des programmes. C'est l'enseignement que l'on donne à l'élève et l'output qui en sort. De quelle qualité est-il? Voilà le but de l'école. Alors, si on a des détourneurs qui tous les jours prennent au niveau du ministère du Plan de l'argent au lieu de payer des établissements, ça c'est autre chose. Ce n'est pas du ressort du ministre. Monsieur Timothée Makita, on nous demande de réagir à votre réaction à chaud. Bon, c'est... Vous savez, moi, dans ce genre de... Avec vous, au moins, ça sera tempéré, parce que si Aziz Dominique était là, c'est sûr que ça serait enflammé. Je réagis souvent à ce genre de situation par le recours au principe. Dans le cadre, par exemple, de notre travail au sein du parti, on dirait autre chose. Mais lorsqu'il faut regarder ce genre de changement, on se dit, on a parlé tout à l'heure d'un ministre qui est allé créer un parti parce qu'on l'avait sorti du gouvernement. Je me dis toujours que c'est le chef d'État qui est élu dans la durée. Lui nomme ses ministres en leur confiant des missions. Et il a aussi un pouvoir discrétionnaire pour les retirer. Pour les relever. Voilà. Moi, je ne vois pas... En fonction de la stratégie... Au niveau des vœux ou des souhaits, c'est sûr que je ferais peut-être le contraire. Très bien. Alors, donc, nous allons revenir à notre émission. Donc, je posais la question de savoir, alors on a parlé de tout, sauf de ces partis politiques traditionnels. Que sont-ils devenus? Je vous prends du PADES, qui a existé, qui était le premier parti congolais, pas du travail, mais le premier parti en 91, parti politique. Vous avez le MCDDI,
qui était, si on prend l'ordre chronologique de sortie des urnes à l'élection de 1992, vous avez le PADES, vous avez le MCDDI, vous avez le PCT, vous avez l'UDR Munda, vous pouvez comme ça là citer d'autres partis. Quelle est leur véritable santé aujourd'hui dans l'échiquier politique national? Je prends ces 4 partis, je peux vous en citer quelques-uns encore. Monsieur Timothée Makita. Vous pouvez peut-être me compléter, hein, le RDPS, je peux encore ajouter le RNDP de Pierre Ndé, l'UDPS de Mokamba Ngouma. Je ne sais même pas si les gens se rappellent encore de ces... encore, exactement. Bon, voilà. Le RDD, enfin, le RDD aussi de Yombi, pour faire plaisir. Alors, que sont-ils devenus? Mais si je me réfère justement aux réactions auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure des membres de certains de ces partis dans la presse, après les élections législatives, je pense que c'est des partis qui ne se portent pas bien. Donc, il y a eu un temps de la création de la fondation avec les leaders dont on a parlé tout à l'heure, un moment d'apogée. C'était l'UPADES, le premier parti en 1992 à l'Assemblée nationale, suivi du MCDDI. Il y a eu un temps de déclin en passant par les grandes crises qu'on a connues, notamment ces guerres épisodiques de 93, 94 et 1997. Et je suis convaincu que l'absence de leaders historiques a révélé tout l'état de ces formations politiques et qui sont aussi des tares, je dirais, endémiques. Parce que nous n'avons pas, moi je le dis souvent, nous n'avons pas de militants dans notre pays. C'est-à-dire des gens qui sont prêts à donner de leur temps à leur parti, d'une manière bénévole, des personnes qui défendent une cause et au nom de cet idéal, ils se dévouent à aller comme des témoins de Jéhovah de porte en porte pour défendre leur projet. Et je crois que lorsqu'on parle par exemple de l'UPADES, le professeur Pascal Lissouba a été une espèce de dénominateur commun, de fédérateur d'un certain nombre de gens qui venaient d'horizons différents, et son éclipse a révélé l'absence réelle d'un projet qui devait fonder un véritable parti politique. Parce qu'il ne faut pas confondre un comité électoral qui a dû bien agir en 1992 et un parti politique qui devait s'inscrire dans la durée. Bon, le Parti collègue du travail aujourd'hui nous paraît cohérent. Rappelez-vous la fameuse traversée du désert. Là aussi, ils se cherchaient. Oui, mais ils ont quand même pu résister à la bourrasque. Il y a la pression entre 92 et 97. Exactement. Hein? Exactement. Pourtant c'était pas quand même les moments fastes quand même. Et aujourd'hui, on les entend accuser, par exemple au niveau de l'UPADES, des forces extérieures qui les divisent. Et c'est toujours très facile comme ça de ne pas être capable de trouver la concorde en son sein et de trouver des boucs émissaires à l'extérieur. Et quant à l'UPADES, plutôt le MCDDI et le RDD, moi je m'inspire toujours de ces articles de Hervé Maïka et de Guy Mafimba. L'accusation, c'est de dire ces grands partis au départ qui étaient des laboratoires d'idées qui rayonnaient sont devenus des groupuscules un peu crépusculaires et des mutuelles ethnocentriques, c'est le mot qui a été utilisé, et on a vu par exemple au niveau des investitures qu'on a beaucoup plus investi des parents que des véritables militants qui ont fait leurs preuves. Et parfois on a financé des amis pour battre campagne plutôt que des militants. Mon cher Guy Mafimba, on ne fera pas l'apologie de votre texte, mais ici quand même, l'UPADES en 92, premier parti politique, le MCDDI, premier parti politique, deuxième parti, le PCT, troisième, l'UDR Munda, le RDPS, l'UP, tous ces partis-là avaient quasiment des représentants à un niveau très élevé au sein de l'hémicycle, et on voyait quand même leur rayonnement au niveau du débat. Comment est-ce qu'ils animent? 20 ans après, on a l'impression qu'il y a une moissonneuse-batteuse qui est passée dessus et que bon, c'est de la bouillie qui est restée. Comment expliquer? Le RDD aussi. Oui,
Mais tout simplement, je pense... Est-ce que l'existence de ces gens-là n'était pas seulement due au fait qu'ils occupaient des postes de responsabilité et que ces postes de responsabilité les mettaient au devant de la scène et peut-être leur donner suffisamment de ressources pour pouvoir gérer, pas les militants, mais les prébendes, parce qu'il fallait en distribuer pour qu'ils puissent vous suivre. Je ne crois pas, cela. Je pense que si ces partis existaient à un moment avec comme des partis de masse, il y avait un certain nombre de raisons. Un certain nombre de raisons. C'est vrai, on a tout à l'heure parlé du leadership existant d'un certain nombre de personnages. Mais aujourd'hui, je pense que si on sent que ces partis sont laminés, il y a 2 ou 3 raisons. Je pense que, en fait, l'état des partis politiques aujourd'hui, c'est l'état même de la démocratie de notre pays, du processus démocratique dans notre pays. Il y a plusieurs raisons à cela. Je prends le cas de mon parti politique, par exemple. Nous sortons... Le RDD. Nous sortons des événements tragiques de 97, exil, on rentre. Lorsque nous rentrons d'exil, bien entendu, il faut organiser le parti. Sans moyens, certes, mais quand on n'a pas de moyens, on fait travailler l'intelligence, à l'imagination. Mais ce n'est pas le cas. Comme je disais tout à l'heure, nous avons privilégié la reconquête du pouvoir sans avoir créé les conditions de se fortifier comme parti véritablement avec des convictions. Comment pouvez-vous reconquérir le pouvoir sans militants? Mais tout simplement vous avez eu le temps d'observer qu'il y avait une base militante qui vous suivait? C'était le faux calcul. Je pense que le président du parti, lorsqu'il responsabilise un nombre de cadres, c'est à eux de réfléchir, c'est à eux de voir. Mais malheureusement, il a dit tout à l'heure, M. Timothée Makita, je prends le cas de mon parti politique, je l'ai dit dans ma tribune, nous avons eu à faire un repli identitaire qui a été complètement suicidaire pour le parti politique. Est-ce que ce n'est pas aussi le fait que tous ces partis politiques s'identifiaient à la région d'origine de son leader politique? Oui et non. Parce que le repli identitaire n'est pas non plus justifié. Ce n'est que normal que l'UPADS puisse avoir les gens du Grand Niari majoritairement censés, enfin, ou le FCDI, tous les Lari et les Congo derrière lui. En parlant toujours de mon parti politique, c'est plus un repli identitaire. C'est pas forcément la raison. Parce qu'au sortir de la conférence nationale, lorsqu'il y a eu des élections locales dans ce pays, le RDD a eu des représentants locaux partout dans la République. Je dis bien partout dans la République. Y compris le MCDI aussi. Et comme le MCDI. J'ai vu le MCDI gagner à Poto-Poto, à Wende. Ce qui revient à dire qu'après la guerre, il y a eu cette espèce de repli identitaire pour un certain nombre de raisons. Et il faut dire aussi que, au sortir de la guerre, l'honorable Kadiel l'a dit tout à l'heure, de manière insidieuse aussi, on a poussé à la liquidation programmée d'un certain parti politique. Lorsque le processus démocratique, lorsque le processus électoral est vicié, mais attendez-vous à ne rien avoir. Attendez-vous à ne rien avoir en tant que parti politique parce que vous n'avez pas les moyens. Et lorsque l'argent est devenu roi dans la gestion même de la politique, dans la pratique même politique dans notre pays, mais ça a été fait de manière tout à fait délibérée. On a fait en sorte que l'argent devienne roi. J'irai même plus loin. Monsieur, vous permettez. Au début, nous avons posé la question de savoir à quoi aspirent les partis politiques? À conquérir le pouvoir, à l'exercer. La conquête du pouvoir suppose que l'on crée les moyens et les mécanismes pour y arriver. Entre autres moyens, il faut se doter, j'ai dit entre guillemets, de l'arme de la guerre, du nerf de la guerre. C'est là où on revient sur la déclaration de M. Chirac qui disait l'Afrique n'est pas encore mûre pour la démocratie. Parce que lorsque nous arrivons dans nos sociétés, au sortir de la guerre, si nous étions intelligents, on dit on veut le pluralisme politique. Mais on connaît le niveau de vie des Congolais. Donc vous pouvez avoir 50 000 manifestants. Ce n'est pas avec l'argent des militants que vous allez entretenir des partis politiques. Il y a 2 moyens de faire. Ou bien vous légiférez, vous faites en sorte que lorsqu'on veut faire une campagne... Vous avez voté la loi sur les partis politiques, non? Oui. Qui donne aussi le financement des partis politiques. Non, monsieur Souni, là aussi, il faut qu'on revienne. Je crois que monsieur Mafimba est sur une bonne piste.
Et je vous le dis. Je ne dévie pas de sa piste. Non, il faudrait pas qu'on explique. Si vous permettez, vous allez rebondir tout à l'heure. Donc, mais la loi sur les partis politiques existe. mais oui, mais la loi pour le financement des partis politiques. Quand je disais tout à l'heure que nos partis politiques sont à l'image de la démocratie. On ne peut pas vouloir faire la démocratie si on ne crée pas les conditions pour avoir véritablement un jeu démocratique sain. Très bien, mais vous ne pouvez pas non plus aspirer à gouverner ou à diriger sans créer les conditions pour le fonctionnement de votre structure. Mais vous savez que ça vous demanderait... Si je suis votre logique, monsieur Tony, vous savez le risque que nous sommes en train de courir dans ce pays? Je ne sais pas. On n'a pas de... moi, en tant que parti politique, je n'ai pas du pognon. Qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais aller chercher l'argent des Qataris. Mais c'est fausser le jeu démocratique. Donc, vous perdez même de votre souveraineté un jour. Ce qui revient à dire, je chute là-dessus que, pour répondre à votre question véritablement, nos partis politiques ont une faiblesse, il y a une responsabilité interne à nos partis politiques. Des questions d'organisation, des questions de fonctionnement et des questions de conviction. On n'a pas affirmé. Le RDD avait une identité dans ce pays. Le parti de l'excellence. Mais c'est une identité, le travail bien fait et l'excellence. Mais pourquoi voulez-vous que un monsieur X qui connaissait le RDD à travers cela ne se retrouve plus le RDD d'aujourd'hui? Qui connaissait le RDD quand il monte au créneau, par exemple, pour dénoncer les flux migratoires sauvages, ne se retrouve où? Parce que nous sommes au gouvernement, parce que nous sommes à l'Alliance. Cette perte d'identité, on a perdu notre identité, on a perdu notre sensibilité. Vous ne pouvez pas battre campagne, bien entendu. Votre identité. Tout à fait. Puisque c'est noyé dans... Monsieur Gakosse, je vous vois réagir. Non, on ne peut pas venir chercher le suffrage des gens, exercer peut-être un jour le pouvoir, sans créer les conditions et ne pas avoir le nerf de la guerre. Non, mais ce que M. Mafimba refuse de dire, c'est que tous les partis qui sont nés ne se sont pas efforcés à éduquer, c'est-à-dire que former leurs militants autour d'un idéal et le défendre, le promouvoir. Parce que le parti, c'est d'abord ça. Un parti devait être organisé et puis avoir quand même une cellule d'éducation forte. Mais aucun parti ne le fait. La mobilisation des partis, des militants, on n'éduquait pas, on ne suscitait pas l'adhésion des militants, mais on voulait acheter les militants. Mais un produit, quand vous l'achetez trop cher, il faut l'entretenir. Mais si vous ne l'entretenez pas, c'est comme une fleur. Hein? Quand vous plantez, vous ne l'arrosez pas. Vous l'arrosez pas et elle finit par faner. C'est ça ce qu'a fait. Maintenant, quand il dit le RDD se reconnaissait par l'excellence, non. Quelle excellence on reconnaissait en RDD? C'est dans la gestion. Qu'est-ce qu'eux, ils ont géré pour qu'ils soient excellents? Le RDD n'était même pas au pouvoir, même si le président Yombi a été pendant un temps Premier ministre du Soudan. S'il vous plaît. Non, permettez-moi de terminer. Allez. Les gens voulaient venir à l'RDD en croyant au général Yombi. Pensaient qu'il pouvait être dur et sincère avec lui-même pour amener l'excellence. Mais malheureusement, ceux qui l'ont suivi à travers l'image du CMP ne l'ont pas retrouvé. Très bien. Si bien que nombreux ont quitté. Je vais nuancer, il faut nuancer. Et c'est cela que nombre de partis ont connu, même quand on dit le PCT aussi a connu une crise entre 2002 et 2006. Mais elle n'a pas fini cette crise-là. Lorsqu'on prend les militaires avec 2000 francs, vous pensez que les gens ils croient au PCT? Je ne dis pas que la crise est aussi au PCT. La crise... Parce non, je dis ici, elle n'est pas qu'au PCT, elle est dans les partis politiques. Parce que les camarades d'hier, il ne faut pas s'illusionner. Les camarades d'hier ne se sont plus retrouvés sur la marche du parti, ont voulu se saisir. Si bien qu'il y a eu même un congrès qui a été interrompu, de l'aile qu'on a dit tout à l'heure. Et après, bon, au niveau supérieur, ils se sont ressaisis pour aller à un congrès unitaire. Mais il faut que
lui aussi éduque ses militants. Pas que l'on achète les militants, mais que par l'action... Est-ce qu'ils en ont des militants? Je ne dis pas qu'ils en ont, qu'ils n'en ont pas, mais je dis que tous les partis devaient faire que les militants viennent adhérer et non que les responsables aillent acheter les partis. Dimension importante. Okay. Monsieur Soni, vous posez une question qui aujourd'hui est d'actualité. Quel est l'avenir des partis politiques? Et je pense que votre question est suscitée par un constat. Les résultats aux législatives de 2012. Bon, je voudrais vous dire que le point de départ de votre constat est faux. Parce qu'il n'y a pas eu élection en 2012. Non. Vous de la presse aussi. Et même les citoyens doivent le dire. Il faut que ça sorte dans des bouches des Congolais. Il n'y a pas eu élection. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas eu élection? Mais parce que on n'a pas respecté les règles. Dès lors qu'on ne respecte pas les règles du jeu, il n'y a pas élection. Vous représentez un match de football, vous dites qu'il y aurait un match de football. Et toi, contre Diable Noir, vous allez au stade. Quand vous arrivez au stade, au lieu que les gens jouent avec les pieds, ils jouent avec les mains. Allez-vous continuer à dire que c'est un match de football? Première des choses. Deuxième des choses. Quand on dit que le PCT a eu 89 députés et les autres partis ont eu 7 députés, tenez-vous tranquille. Les 89 députés du PCT, prenons un à un. Il y en a qui ont importé des électeurs d'ailleurs, créant même des accidents mortels. Et vous allez me dire que c'est le PCT qui a fait ça. Il y en a qui ont bastonné les élections des autres. Il y en a qui ont battu campagne le dimanche à 1h. Donc qui visiblement ont marché sur la loi, qui devaient être mis hors de l'état de nuit, entre guillemets. Mais qui sont attendez. J'ai dit qu'il n'y a pas eu élection. Très bien. Alors, je vous en prie, monsieur Soni. Oui, non, mais je voudrais finir. Je voudrais pas offrir cette brèche-là parce que s'il vous plaît, monsieur Soni, je voudrais quand même chuter quelque part. Allez-y. Pour dire que s'il n'y a pas eu élection, eh ben, le parti qui a eu 7 députés, qui a eu 0 députés, n'a pas montré sa véritable taille. Si 5% seulement des Congolais sont allés voter, mon ami Mafimba l'a dit, que le plus grand parti qui est sorti des élections, c'est ça les abstentionnistes. Ben voilà. Mais la taille des autres se trouve dans les abstentionnistes. Je vous le dis. Allez-y. Et je vous le dis pour qu'on arrive à une conclusion. Non, le Congo aujourd'hui connaît un problème de citoyenneté, de culture démocratique, de culture républicaine. Attendez, la plutocratie que l'on est en train d'introduire dans ce pays, il faut que l'on soit riche pour gagner une élection. On y met 50 millions, 100 millions. Alors, vous savez, dans le temps, un de mes collègues, feu honorable Siapa, avait introduit une proposition de loi pour plafonner le financement des campagnes. Tout à fait. Mais cette loi n'a pas été votée. Et après, on a appris qu'un certain parti remettait 20 millions, 50 millions à ses candidats. Dites-moi un peu, quel est ce parti, nonobstant le fait qu'il y ait une loi sur le financement des partis, quel est ce parti qui peut avoir 139 fois 50 millions 139 candidats, encore qu'ils ne sont pas 139, ils sont plus nombreux, fois 50 millions. Vous voyez? Et ceci montre quoi? Ceci montre que peut-être que cet argent-là ne sort pas toujours des cotisations des membres du parti. Et s'il arriverait que cet argent sorte du trésor public, pendant qu'on parle de pauvreté, l'argent sort pour financer les campagnes, l'argent du peuple sort pour corrompre le peuple afin de donner au peuple des gens indésirés. Voilà la formule. Et ça, il faut le dire. Ok. Alors, Monsieur Soni. Donc, je dis qu'aujourd'hui, on n'a pas à se poser la question sur l'avenir des partis politiques, mais il faut se poser la question sur l'avenir du Congo. Est-ce qu'avec les corruptions, avec ce que je viens de décrire, on prend l'argent de l'État, du peuple, on donne à ses militants, et ils vont battre campagne et faire des passages en force pour être représentants de ce même peuple qui attendez. C'est cela. Non, le problème, ce ne sont pas les partis politiques. Le problème, c'est le Congo dans son entièreté. Où va-t-il? Très bien. Alors, vous voyez, je vous ai même pas interrompu parce que souvent on me dit non, vous interrompez les gens, vous n'aimez pas, vous empêchez. Non, vous avez dit. Vous savez que la question s'était passée là. Vous m'avez amené sur les élections
pour dire que cette question n'a pas lieu d'être posée, mais je dis seulement un parti politique, l'UPADES, premier en 92, l'MCDI, deuxième en 92, le PCT, troisième en 92, l'UDER-MUNDA, quatrième, le RDD, le RDPS, tous ces partis-là caracolaient en tête. 20 ans après, ces partis-là n'existent plus. Qu'est-ce qui explique cette érosion? Pourquoi est-ce que aujourd'hui, c'est ça l'analyse, parce que ce soit le fait de l'élection truquée ou pas truquée, mais il y a quand même une évidente. Est-ce que nous ne sommes peut-être pas prêts, et là, on peut peut-être suivre Jacques Chirac, à intérioriser le processus démocratique dans notre façon de faire les choses. La citoyenneté. Est-ce que ces partis politiques sont constitués parce que ils défendent des valeurs, des doctrines, une idéologie? Est-ce que ces partis politiques peuvent survivre à la disparition de leur leader ou de leur créateur? Voyez-vous? On peut prendre des exemples. Aujourd'hui, si je ne vais pas faire un tableau noir, mais quelle est la place du MCDI aujourd'hui, depuis la disparition du père fondateur? Ok. Quelle est la place de l'UFD aujourd'hui, après le départ de Ganao? Quelle est la place du RDPS aujourd'hui, après le départ? Bonsoir, monsieur, vous êtes en antenne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes en antenne, monsieur, on vous écoute. Ouais, je voulais intervenir au départ. Allez-y. Allô? On vous écoute parler. Oui, que vous ne pouvez pas faire la comparaison des élections de 1992 parce que c'était des élections libres et transparentes. Les conditions de transparence étaient bien mises en place par rapport aux élections de 2012. Déjà, la commission électorale n'est pas indépendante en 2012, donc vous n'avez pas à comparer cette commission électorale de 2012 à celle de 92. Voilà. Les électeurs ne sont pas partis voter parce que qu'on vote ou qu'on ne vote pas, les résultats sont connus d'office. Donc il n'y a pas à faire la comparaison en fonction des partis politiques aujourd'hui. Parce que le jeu politique est connu et dessiné d'avance. Mettez une commission électorale indépendante et faites la concurrence des partis politiques, vous allez voir les résultats. Ça n'a rien à comparer. Voilà ma contribution. Ok, merci. Bon, je vais pas répondre, mais je ne pense pas que l'objet de cette émission, c'est faire la comparaison. C'est observer l'évolution des partis politiques dans le temps, parce que ce sont les partis politiques qui structurent la vie sociale dans nos pays, n'est-ce pas? Si on prend, bonsoir, si on le prend dans l'assertion telle que c'est développé dans d'autres pays. Bonsoir, monsieur, vous êtes à l'antenne. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne, on vous écoute, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Bon, excusez-moi, le plus souvent, je suis cette émission. C'est une émission, en principe, qui doit se passer dans les après-midi pour que l'ensemble de l'opinion nationale puisse suivre ça. C'est important. Vous voyez, en question d'élection, 92, 2002, 2007 et 2012 qui viennent de se passer, les choses qui se sont passées en 2012, le taux de pourcentage, on peut le chiffrer à 100%, plus mal organisé qu'au moment où on était enfant. C'est-à-dire qu'enfant, quand je prends la base de 92 et de 2002, les partis politiques, bon, j'ai toujours dit qu'au Congo, il n'y a pas de partis. Peu importe leur taille, peu importe leur grandeur, leur nombre de candidats, leur nombre de soucis, j'ai toujours dit qu'au Congo, il n'y a pas de partis politiques. Quand les gens prennent les fonds de services, impôts, douanes, budget, eaux et forêts, pour se faire un nom comme étant candidat. Attends, vous trouvez que c'est normal? C'est 50 millions où on donne à chaque candidat d'un parti pour corrompre le peuple,
Nous avons des questions clients de développement. Où nos arrondissements sont en train de se lever, sans faire de photo, sans faire de Bakou, sans faire de Makile, sans faire de Wenge. Quel est l'état de vie de cette population dans ces quartiers-là? Prenons le cas de l'assainissement, prenons le cas de la réduction d'eau, où Poto célèbre 100 ans d'existence. Moi qui vis à Poto, pendant 5 ans, pendant 10 ans, vous pensez que des cas comme ça, est-ce que les gens réfléchissent sur le développement de la ville? Est-ce qu'il y a une mairie? Est-ce qu'il y a des députés? Est-ce que faire la déduction d'eau dans le quartier de Poto, il faut écrire un DPRP? Oui. Peut-être cette émission-là la journée pour que la jeunesse, les jeux, et tout le monde puisse suivre. Prenons l'exemple de ce qui venait de se passer. Un candidat élu, le résultat affiché au village, dans son lycée, tout le monde est informé, au Congo comme à l'extérieur, et arrivé à la publication à Braille, c'est un autre nom qui est en train. Tu n'avais pas appris ça? C'est la démocratie. C'est l'élection avec transparence. Non, entre nous, soit dit. Soyez quand même responsable. La constitution du Congo dépend de tous les Congolais. En partant du premier Congolais au dernier Congolais, peu importe son emploi. Parce que les manœuvres qui travaillent dans le génie civil, ils contribuent sur la constitution du Congo. Voilà. Quand vous pensez que être cadre, c'est celui qui a beaucoup d'argent, c'est pas ça. La richesse, c'est un autre problème. Mais la vision de développement, c'est un autre cadre. Vous voyez? Quand les gens pensent être parlementaire, quelqu'un qui n'a même pas une vision, on pense une municipalisation de Brazzaville, où Talangaï n'a pas de fait d'arrondissement, où les conditions de travail, de gouvernement et ses collaborateurs ne répondent pas. Dans le district, on constate qu'il y a des bâtiments sur municipalisation à un niveau, 2 niveaux qui sont érigés. On crée l'arrondissement de Ngamakoto, et pas du tout, comment vous appelez ça, la Dibou, où le maire venait d'être nommé, travaille au-dessus d'un anglais. Non. En tout cas, c'est ça. Parce que vous êtes là. Ok. Ouais, bon, le monsieur dit bien, le Congo, il n'y a pas de parti politique. Excusez-moi. Il n'y a pas de parti politique. Il tire la conclusion. Bon. Nous ne comparons pas. Nous observons. Nous souhaitons qu'à travers cette observation, qu'on tire peut-être les conclusions. Pourquoi il y a... Allô? Oui, bonsoir, vous êtes en antenne. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je voulais donner ma contribution au cadre de cette émission. Allez-y. La thématique, elle est très bonne. Parce que là, vous parlez des partis politiques. En fait, le problème, c'est, à mon sens, je pense qu'il manque un cadre juridique. Il n'y a pas tous les partis politiques ne sont pas préfinancés au même niveau. Je crois que les partis politiques, pour être financés au même niveau, il faut qu'on voit leur présence sur le terrain, parce que l'honorable Kadia vient de créer son parti politique. On ne sait pas comment pèse ce parti-là sur l'échiquier politique national, combien a-t-il de députés. Nous savons que le remboursement des financements des partis des campagnes est plafonné, par exemple en France, en fonction du pourcentage que vous avez reçu lors des élections. Oui, bonsoir, vous êtes en antenne. Bon, mais bonsoir, je vous salue tous. Bonsoir, monsieur. Ok, je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui. Merci. En tant que bon observateur de l'émission. Merci beaucoup. J'aimerais quand même contribuer un peu au débat. Allez-y. Bon, mais ça fait triste pour l'histoire politique de notre pays. Après que nous ayons connu beaucoup de mouvements, événements et tout ça, dans la conférence nationale, les guerres, les histoires, que nos partis jusqu'à aujourd'hui n'arrivent pas à se mettre au diapason
de l'évolution de la société dans le monde, c'est tout ça démocratique. Je pense que cela aussi est dû au mauvais comportement de nos leaders des partis. On a comme l'impression que dans notre histoire, ces messieurs qui ont eu à faire beaucoup de choses, qui pensent être les héros du pays, qui s'accaparent de l'histoire du pays comme étant des vrais acteurs, et que jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas pu léguer aux futures générations qui aspirent vraiment à cette nouvelle dose de démocratie, des vrais partis qui pouvaient, comme vous-même vous l'avez dit, tout ça, être école pour notre beau pays que nous souhaitons demain se développer sous tous les aspects. Donc je vais citer tous les grands leaders et tout ça qui ont tenu nos partis, qui ont créé des histoires d'instabilité politique, qui ont créé des histoires de guerre. Et aujourd'hui, on commence à voir quelques prémices et tout ça de paix, de stabilité, bien que cela est encore précaire et embryonnaire, mais on peut espérer encore mieux, car notre pays a des intellectuels et que nos partis doivent jouer réellement leur rôle. Tous ceux qui sont enseignants, tous ceux qui sont jeunes militants, étudiants, c'est tout ça qui aspirent des vraies idées. Lorsqu'ils se retrouvent dans des partis politiques, ils doivent réellement et tout ça de jouer leur rôle. Ne suivons pas l'argent, car ça c'est quelque chose de tout ça qui peut nous emmener dans la dérive. Et je pense que vraiment notre démocratie s'élèvera à travers ces partis et tout ça avec ces intellectuels pour que vraiment vive la démocratie de notre pays. On aura le temps et tout ça, et j'espère que les gens vont prendre conscience. Laissons le vagabondage, ne suivons pas l'argent, quittons les partis et tout ça. On a vu les Guabos gérer leur parti, même étant à l'opposition, et ils ont conquéri le pouvoir. On a vu celles qui quitter le pouvoir, se retrouver en opposition, et ils ont tenu. Jusqu'aujourd'hui, son parti existe, même s'il n'est pas au pouvoir. Même s'il y a eu des circonstances sur les guerres, les histoires sur le pays, tout ça, les gars arrivent à tenir, soit au pouvoir, soit à l'opposition. Mais au Congo, c'est bizarre, nos intellectuels et tout ça, qui tiennent les partis, on ne comprend pas pourquoi jusqu'aujourd'hui, tout ça, ils n'arrivent pas à tenir lorsqu'ils sont soit au pouvoir, soit à l'opposition. Un parti ne peut pas rester longtemps et tout ça à l'opposition. C'est pas possible. Et ceux qui ont des moyens, tous ceux qui pensent diriger les partis, même à l'opposition au pouvoir, parfois on le voit et tout ça tenir des réunions sans siège. Les militants intellectuels, les professeurs des universités, des docteurs, des médecins, des infirmiers, la crème intellectuelle de notre pays et tout ça, surtout dans les réunions des partis politiques et tout ça, même au sol et tout ça, comme, je sais pas, et tout ça, c'est pas possible. Est-ce que vraiment on peut aspirer tout ça, à arriver à tenir un bon parti et tout ça pour l'évolution de notre pays, dans ces conditions-là? Donc il faut se mettre au pouvoir, être ministre, il faut être directeur général ou quoi, et tout ça pour réussir vraiment à tenir des partis. Laissons libre les gens s'exprimer dans les partis. Vous-même dans le débat et tout ça, vous avez bien dit que les partis doivent être des instruments tout ça de formation, d'évolution politique. Moi, en tant que politologue et tout ça, je suis très très affecté. Quand j'entends ces histoires et tout ça, et voir notre histoire, ceux qui pensent qu'ils sont vraiment les héros de notre histoire et tout ça, c'est top, hein. Sinon, ils allaient nous léguer des vrais partis et tout ça, et qu'aujourd'hui, notre démocratie allait marcher. On parle du Bénin, on parle de Sénégal comme exemple et tout ça de la démocratie. Le Congo était aussi sur le même trait. Et aujourd'hui, on en est où? Prenez conscience et tout ça, je pense que désormais, il faudrait que tous les intellectuels qui vont dans les réunions des partis et tout ça, prennent conscience. Sinon, gare à eux et tout ça, tout le monde là et tout ça, on n'aura pas besoin pour l'avenir démocratique de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bon, ouais, honorable. Sony, je voudrais revenir sur un fait. Allez-y. En fait, il ne manque pas de partis au Congo. Mais il se pose un problème de santé des partis. Vous avez dit la santé des partis. Mais la santé elle-même, même si nous prenons sur l'homme, il y a des raisons internes qui peuvent nuire à une santé. Un microbe, une indigestion, par exemple. Il y a aussi les microbes viennent de l'environnement aussi. Bon,
Il y a aussi des raisons Si vous habitez exogènes. à côté de Madoukou Tekele, c'est sûr que vous allez prendre... Par exemple, il y a aussi des raisons exogènes. Donc, l'environnement politique aussi, s'il n'est pas sain, vous serez toujours dans un... Je vous le dis, Ok, et donc la santé des partis au Congo dépend aussi non seulement de la qualité de l'animation à l'intérieur du parti, c'est vrai, de l'indépendance vis-à-vis de l'enrichissement immédiat ou ce que nous appelons la ventriologie dans notre parti. Mais ça dépend aussi du contexte. Vous savez, aujourd'hui, avec cette affaire d'argent, vous avez tout à l'heure parlé de la loi de financement du parti, qui pense qu'il faut donner de l'argent au parti qui a le plus d'élus. Mais non, c'est pas le plus de lui. Je crois que... Ah oui, oui. Si vous prenez l'exemple de la France, puisque on commence à rembourser, comment on appelle ça là, le financement à hauteur de 5% par exemple. Si vous n'avez pas eu 5% d'élus, vous n'avez pas eu 5% de suffrage, on vous rembourse pas. Donc si vous êtes un parti politique juste de témoignage, souffrez que l'on vous donne pas grand-chose. Et donc par conséquent, peut-être, et c'est peut-être ça l'objet, il faut peut-être aller vers les grands ensembles pour pouvoir... Non, enfin bon, je ne vais pas... Allez-y, monsieur. Non, je reprends... Parce que vos micros, partis, vos machins, tout ça là... Je vous en prie. Le bulletin de base, c'est madame, le rapporteur, c'est la fille. Bon, monsieur Soni, attendez, j'ai une chose. Allez-y. L'adhésion au parti, disons la taille du parti en tant que militant, en termes de militant, est bien un critère. Mais le plus important, c'est pas ça. Allez-y. Le plus important, c'est le message que le parti diffuse. Attendez, regardez. Quand l'UPADS était au pouvoir, je vous en prie, M. Soni. Sans vous interrompre, Oui. cette fois-ci, je peux me permettre. Ouais. Évitons les partis médiatiques. Vous voyez, nous avons la manie d'inviter la presse pour faire une déclaration, n'est-ce pas? On est bien habillé. On pense qu'on représente, c'est pas 80 aussi, pas 100% de la population. Parce que la presse et les médias amplifient votre message. Mais lorsqu'on vient compter les gens qui sont derrière, il n'y a pas de troupes. Donc des généraux sans la troupe. Monsieur Soni, vous donnez là un conseil qui est vraiment le contraire de ce que vous devez me dire. Ok, très bien. Ce sont les médias qui diffusent les opinions. Et c'est à travers les opinions que l'on recrute les militants. Ça ne peut être que comme ça. Donc, les médias font l'homme politique. Les médias donnent des éléments d'appréciation de l'homme politique. N'est-ce pas? Donc, la diffusion des idées se passe par les médias. Or, c'est que vous aurez pu dire ceci. Évitez d'acheter les militants. Remettre 2000 francs aux aéros du quartier qui va venir à la réunion. Et même au niveau vous savez, dans notre pays, le vice est allé plus loin au point où, lorsqu'on a dit que le financement du parti dépendra maintenant des élus, les gens ont trouvé des systèmes pour qu'ils aient beaucoup d'élus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils manipulent les listes électorales, ils ont les sous-préfets, ils babachent sur la loi, ils corrompent pour avoir les électeurs. Au fond, c'est pas du tout l'expression de l'acceptation par le peuple. Non, c'est faux. Là, c'est un piège. Alors je me dis au Congo, je me demande une chose. Comment allons-nous faire? Quand on a demandé démocratie, on a créé des partis dans la famille, on dit pluralisme. On a donné de l'argent, on dit pluralisme. Quand on dit élection, on envoie de l'argent, on marche sur la loi, on dit j'ai gagné les élections. Vous savez, le mal est profond. Il faut exorciser le Congo. Vous savez, je vous dis, monsieur Soni, nous parlons de démocratie, on parle de grands partis. Est-ce qu'il y a des partis qui ont accepté l'alternance? Parce que c'est ça aussi. Vous voulez pouvoir créer un parti et dire que je dois conserver le pouvoir jusqu'à l'éternité, c'est pas possible. Parce que l'usure est le meilleur adversaire de l'État. Donc on doit avoir des missions et des mandats. Alors quand on pense à la conservation éternelle du pouvoir, eh ben, on utilise les méthodes comme celles qu'on a vues, on marche sur la loi, on corrompt les gens, on transporte. C'est ça. Alors là, voilà le grand problème. Attends, demandez aux Congolais aujourd'hui. Bon, peut-être que certains partis aujourd'hui ne sont plus grands, non que 7 députés, mais ceux qui ont 89 députés, posez la question. Que dites-vous de l'alternance? Aucun parti au Congo ne vous dira ce qu'il entend
par l'alternance, est-ce qu'il accepte? Mais est-ce que les partis, ils viennent pourquoi? Ils sont créés pourquoi? C'est pour arriver un jour au pouvoir. Donc finalement... Et ils demeuraient éternellement. Finalement, il y a l'alternance. Monsieur Génie, moi ça ne me gêne pas qu'un parti reste éternellement. Si, bien. Le peuple a acquis à l'offre politique de ce parti politique. On va prendre quelqu'un qui ne se pose pas ce on va prendre quelqu'un en ligne et puis après on revient là. Oui, bonsoir, vous êtes à l'antenne. Bonsoir, vous êtes à l'antenne. Bonsoir. Bonsoir monsieur, on vous écoute. D'accord. La grande question, tout dernièrement, a dit le ministre de Marseille, il avait cédé. Il dit qu'il était parmi les gens qui devaient réviser la Constitution en ce qui concerne les partis politiques. Il devait être peut-être parmi les secteurs. La dernière fois, vous pouvez penser qu'à chaque législature, il faut changer le nombre de représentants, le nombre de députés pour constituer un groupement parlementaire. La fois passée, c'était 15. Quand on constate qu'il n'y a plus rien, on diminue. On est descendu à 10. Et cette fois-ci, c'est assez. Il ne pouvait pas se résister. Pourquoi on est un groupement parlementaire? 15, 10, comme ils sont confortables de faire la bataille, ils ont constaté que les gens ne sont pas allés aux urnes, ils ont survolé au niveau des élections, et les vrais partis, ou les autres partis, se retrouvent sans députés, c'est-à-dire on se retrouvera à un député, ils allons prendre les lois en fait de là. Donc le jour où on aura un vrai parti qui va s'organiser pour nous, pour avoir 100%, donc on voit qu'un groupe parlementaire d'un député de deux députés. La chose en elle-même, il faut refaire le concours de son ensemble. Quand les gens pensent que travailler pendant 40 ans au service de l'État, à gagner à la retraite, un mois après, le ministre de la Sécurité générale, ça c'est le développement. La personne a pendant 40 ans, il a travaillé sur le préparation du développement du groupe. Donc on le laisse tout faire, et pas retraité, et jouer sur la corruption et la civilisation pendant le vote. Le taux de pourcentage de CPC ou de sociétés généraux dans notre pays, retraité, est au moins de 70%. Vous pouvez vérifier, c'est pas possible. Est-ce qu'ils ont encore la vision de développement? Est-ce qu'ils ont encore l'amour de pouvoir faire un plan directeur pour la gestion des projets? Dans la ville aujourd'hui, on parle de différents ne prend pas. Mais est-ce qu'il y a un plan directeur pour la construction de Brazzaville? Oui. Maintenant, le arrondissement de 2012 à 2016, nous devons construire, on le voit, c'est affiché, quand nous passons dans d'autres États, d'autres pays, même en Afrique, quand vous rentrez dans la ville capitale, comme ça, le plan directeur d'aménagement de la ville. Ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est pas créer des partis politiques, faire des discours, avoir 30, 200 députés, tout ça. C'est pas possible. Les gens doivent prendre leur pouvoir et leur bravoure pour dire que ce qu'on est en train de faire là n'est pas normal. Je prends l'engagement d'être un opposant, et dans l'opposition politique, vous ne voyez pas Macky Sall, qui devient le président du Sénégal, il était pas très bien. Quand il a tenté son président, c'était la fête particulière de l'État. Je suis revenu au président parce qu'il doit comprendre tous les détails du Sénégal. Et je dis, il n'y a pas de président. Les choses ont été transformées, les choses ont changé. Vous voyez? Et vous voyez, on peut pas dire que c'est l'État, avec Talangaï, un chef du pouvoir. 40 ans, pas d'arrêt, pas de d'identité, pas de patron. Vous pensez que c'est des choses comme ça, non? C'est pas possible. Pas de des choses. Quand il y a un embouteillage avec tout le monde est plein. Mais est-ce qu'ils montrent derrière, on peut traverser par la cité, donc on peut prendre le stade de Talanga pour arrêter à cette date, la santé de l'université, c'est une quarantaine de 50 ans. On peut créer des temps de traverser pour descendre cette quarantaine. Parce qu'il n'y a pas de données. On ne peut pas construire un pays
quand les visionnaires ne sont pas là. Le projet d'un pays, c'est pas un enjeu politique. Ça, c'est la mauvaise décision. Il faut construire un pays pour les publics et quand on prononce ce thème-là, nous devons faire un peu directeur. Donc, s'assurer qu'il y a combien de temps dans Brazzaville, combien d'échangeurs dans Brazzaville, combien de peuvent réunir Congo pour arriver au point de Dieu, qui ne passera pas par la terre ou par le sous-sol. Mon cher, Vous devez regarder le bon sens du développement, c'est de parler des choses qui n'ont pas de sens, c'est de gens qui peuvent parler de qui n'arrivent à contrôler les sociétés. Il y a combien de temps qui devaient être construites par le ministère de l'Enseignement? Combien peut-être? Bon, vous voyez que quand on commence, on ne s'arrête pas parce que c'est pas évident. Mon cher Timothée, je vous passe la parole, mais je voulais juste poser la question de savoir, est-ce que l'introduction de l'argent dans la vie politique aujourd'hui n'a pas contribué à occulter le vrai débat et les vrais enjeux qui peut-être doivent structurer comment on appelle ça là, l'espace politique, et le rendant par la même occasion un peu pas inaudible, mais Faussé. voilà. J'ai moi aussi été l'auteur d'une tribune dans la semaine du 7 septembre où le titre à la une c'est « Le jeu politique faussé par le tout argent ». Tout à l'heure, vous avez dit un parti politique, s'il veut conquérir le pouvoir, il lui faut des moyens. Mais des moyens... C'est une évidence, non? Voilà, pour essayer de louer une salle, mettre des affiches. Mais ce n'est pas de l'argent qu'on vient distribuer aux gens. Nous sommes dans un pays où il y a une commission nationale de lutte contre la corruption. Il y a un observatoire. Nous avons des lois qui interdisent la corruption. Et à ciel ouvert, des gens ont distribué des billets de banque à des électeurs. Et personne n'ont pas été inquiétés. Le flagrant délit était bien établi. Très bien. Le problème, le dicton qui dit... On ne fera pas le procès. Aujourd'hui, c'est vrai, ces pratiques-là, si elles ont existé, elles sont critiquables et blâmables. N'en faisons pas le procès. Aujourd'hui, il s'agit de nous projeter. D'abord, est-ce que l'introduction de l'argent contribue à fausser le jeu politique? Absolument. Et deuxièmement, est-ce que l'existence des micro-partis ou des micro-associations politiques ne contribue pas à rendre encore inefficace l'action des partis politiques? Et puis, troisième question, parce que là, me fait signe que nous allons juste vers la fin. Est-ce que nous ne tournons pas vers une bipolarisation, sinon une uniformisation de la pensée, ou l'existence d'un parti qui serait le parti unique revenu sous autre façon? Oui, mais je rebondis du fait que aujourd'hui, quand on entend tout le monde parler, on a l'impression que dans ce pays, il n'y a pas de législateur. On a l'impression que c'est un res nullus, un État sans règles. Parce que personne dans les interventions qu'on entend ne dit mais pourquoi est-ce que l'État n'intervient pas pour empêcher ceci? La perversion du système est récente. On vient de parler de 92 tout à l'heure. La corruption n'a pas toujours existé dans les élections au Congo. On peut dater depuis quand on a vu l'argent prendre autant de place dans le mode de scrutin. Et ce qui est réel, c'est que toute personne qui est investie dans le pouvoir de sanctionner ce type de dérive, mais doit faire son travail convenablement. Et je crois qu'on ne peut pas... Le législateur ne peut rien là où règne l'argent. Si le juge, qui est le garant des libertés, ne peut plus faire son travail, si l'officier de police judiciaire ne peut pas investiguer, comment pouvez-vous croire un seul instant que toutes nos lamentations-là puissent trouver une fin? Mais il y a un État. Et que cet État fasse son travail. Maintenant, pour ce qui est des partis, il y a une loi sur les partis politiques qui interdit que les partis politiques deviennent des regroupements des gens d'une même région ou d'une même tribu. Mais tout cela,
Il n'y a aucun secret, nous savons très bien que quand on parle de l'UPADES, c'est les 3 régions de la vallée du Niari. Quand on parle du MCDD, on pense beaucoup plus aux originaires du pôle. L'ancien secrétaire général du PCT, le regretté Noumazala, il disait dans l'Afrique internationale, même le PCT aujourd'hui se retrouve être une espèce de formation politique qui appartient à une entité bien précise. Voilà. Donc, ce problème-là, il est entier. Parce que nous n'avons pas aussi un peuple, quand on parle d'argent, il y a un corrupteur et un corrompu. Si le législateur dit aucun candidat ne donne de l'argent, s'il est surpris à flagrant délit, eh bien il sera disqualifié. Le militant ou l'électeur potentiel qui est en face de nous... c'est écrit aussi. Hein? C'est écrit. Absolument. C'est écrit aussi. Maintenant, il faut l'appliquer. Or, ce qui manque ici, justement, c'est l'effectivité du droit. En droit, la notion de les textes d'application, ça manque. Non, la moralité d'abord, les appliquer. Et l'indépendance des juges. Pour citer, je suis dans le même registre, je pense qu'il il y a des solutions à cela. Parce que si les partis politiques disparaissent ou n'existent que de nom, il n'y a pas de démocratie. Le jeu démocratique n'a de sens que s'il y a des partis politiques. Oui, mais un parti politique doit produire du sens, mais, doit produire des valeurs, doit avoir un projet. Est-ce que ces partis politiques, est-ce que la floraison de ces partis politiques, avec un contenu vide, sidéral, est-ce que ça contribue à faire avancer la démocratie? C'est là où je veux chuter, monsieur. C'est là où je veux chuter, monsieur Sony Benga. C'est pour dire tout simplement que il faut appliquer le tour de table. Moi, ma dernière, c'est de dire il faut appliquer la loi sur les partis politiques. 1, 2. Il faut une loi sur le financement des partis politiques. Parce que quand on va appliquer la loi sur les partis politiques, on va se retrouver avec un ensemble de 2 ou 3 partis politiques maximum. Il n'y a pas 15 000 idéologies dans ce monde-là. On est de gauche, on est de droite, on est du centre. On peut le faire. Au Nigeria, on l'a fait. Il faut arriver à ce système anglo-saxon. Appliquer la loi sur les partis politiques. On va se retrouver avec 3 grands ensembles. Initier une loi sur le financement des partis politiques. Et la deuxième chose qu'il faut dire, et véritablement refonder le processus électoral dans notre pays qui est complètement tronqué et vicié. Le processus électoral dans notre pays. Mon cher Gabosso. Oui, je voulais dire que l'introduction de l'argent dans le débat politique n'annule pas toutes les velléités des pères fondateurs qui ont voulu que la démocratie soit quand même l'expression plurielle des avec l'argent, on dénature tout. Parce qu'on peut tout acheter et surtout que les partis politiques ne conscientisent pas leurs militants. Et quand les militants ont la conscience fragile, ils sont obligés de voguer. Donc il faut d'abord structurer l'État et que les hommes politiques ne soient pas seulement des politicards, mais des hommes chargés de moraliser et d'éduquer le peuple. Pour que chacun sait que... Mais pour qu'ils soient chargés de moraliser, d'éduquer, est-ce qu'eux-mêmes... il faut d'abord qu'eux-mêmes aient une conscience citoyenne. Parce que quand eux-mêmes ils n'ont pas une conscience citoyenne, ils ne peuvent pas demander aux autres d'avoir une conscience citoyenne. C'est donc l'éducation à la citoyenneté qu'il nous faut. Et puis en même temps, ils sont en train de prendre les bandits. Pas pour qu'ils ne soient pas des gens sur lesquels il faut toujours mettre en haut, mais il faut qu'ils comprennent que là, c'est d'abord la société qu'il faut servir. Et non que ils soient là pour servir, oui, se servir, non. Pour se servir et non servir. Non, pour me servir. Voilà. C'est une phrase, je ne vais pas citer l'auteur, mais en tout cas, l'honorable Kadja doit savoir de qui il s'agit. Mais pour vous, la question, elle est simple. Est-ce qu'il ne faut pas seulement que l'on mette la doctrine au centre pour déterminer, sinon pour éliminer ou élaguer le champ politique? Parce que autant l'idéologie sera au milieu, autant on évitera d'avoir les partis ethniques, les partis claniques, les partis tribaux, etc. Bien, M. Sony, je dois vous rappeler une chose. Vous savez, c'est Bachelard qui dit que la science évolue par erreur corrigée. On peut faire une analogie. Une société aussi, un pays peut évoluer par erreur corrigée. Nous pensons que la correction va avoir lieu. Et vous avez bien fait de parler des partis traditionnels. Demain, il y aura des partis modernes. Ça va venir de soi-même. Dans tous les cas, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est d'abord une morale partagée qui partirait de tout le peuple congolais
chacun là où il se trouve, l'enseignant, le journaliste que vous êtes, le commerçant, pour qu'on arrive à éradiquer un certain nombre de choses. Par exemple, le parti entreprise, le parti qui paye. Savez-vous que le grand parti aujourd'hui, c'est celui qui donne de l'argent aux militants. Mais ça n'en est pas un, en termes de contenu, en termes de caractéristiques de parti, il n'en est pas un. C'est quelqu'un qui envoie 500 000, 600 000, 800 000 aux cellules. Pas pour fonctionner, mais pour payer les agents. Donc vous avez des militants agents qui attendent de l'argent. Vous voyez? Ça, c'est déjà un danger. Même si on n'était pas en démocratie. Même dans le cas où vous parlez de deux grands partis. Vous savez, les deux grands partis, ce sera quoi? Ce sera un parti au pouvoir qui prendra l'argent du trésor et un parti de l'opposition qui n'aurait pas l'argent. Qui parce qu'il y aura le financement pour avoir aussi l'argent. Ah, dans ces cas... Mais si c'est un financement qui est sain, c'est clair. Ça. Donc si ce n'est pas sain, si ce n'est pas transparent, voilà, parce que tous les partis, vous savez quand même, bon, on essaie de sortir. Il faut éviter les exploitations des partis politiques qui naissent à la suite des dissociations dues aux égos. Hein, parce qu'il y a parfois ces égos-là qui font qu'il y ait ces partis politiques. Mais malheureusement, ce sont des libertés, monsieur Soni. Oui, ce qu'il y a à faire, c'est qu'il y a à faire. Est-ce que vous affaiblissez la démocratie? Je vous en prie. Ou bien vous la faites évoluer? Là, je pense qu'on va me faire... Oui, mais ce qu'il y a à faire, monsieur Soni, c'est de laisser ceux qui ont la vocation politique faire la politique. Très bien. Bon, maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut déflatter le champ politique. Comment le déflatter? Il ne faudrait pas que la politique soit le seul rempart par lequel on trouve beaucoup d'argent. N'est-ce pas? Il faudrait qu'on crée d'autres pôles où on peut se faire de l'argent pour que ceux qui ont la capacité, par exemple, je vous parle de l'entrepreneuriat en milieu rural. Pardon, Honorable Kadia. Voilà. Question simple. Vous n'êtes plus député? Oh, je ne suis plus député, oui. Voilà. Mais je suis président de mon parti. Voilà. Vous êtes revenu dans la vie civile. Oui. On peut vous poser la question. Vous allez vivre de quoi? Parce que souvent, on a du mal à quitter parce qu'on s'accroche aux dividendes qui sont... Hein? Je suis au plan professionnel instructeur prestataire des douanes. C'est super. Je pense que je peux vivre comme ça. Donc vous repartez à votre... bien entendu. Ce qui n'est pas le cas si vous étiez enseignant de l'école primaire, député, vous serez difficile. Je vous en prie, il faut qu'on apprenne à être en mission. Un homme politique ou bien un homme d'État devrait être en mission. C'est ça. Après le terme de sa mission, il repart. Ah, bien sûr. Ok. Alors, donc, vraiment, vous m'excusez parce que je suis obligé d'arrêter l'émission, peut-être pas brutalement parce que on a quasiment dépassé l'heure. On me fait signe à la régie que nous sommes allés au-delà. Je voudrais vous remercier. Mon cher Mafima, je n'ai pas eu le temps de parler de votre tribune. J'ai retenu quand même quelques phrases ici. Le RDD s'est transformé en une mutuelle ethnocentrique lors de la refondation du RDD afin de lui restaurer ses lettres de noblesse, etc. etc. Le RDD, le secrétaire permanent, sa superstructure a fini par réduire le RDD en partie de salon, sans orientation politique claire, sans vision, sans ambition et sans organisation, etc. etc. Alors donc, je crois que ceux qui ont lu votre diatribe ont dû en plein la gueule. Enfin bon, en tout cas, si c'était fait dans le sens de construire le RDD, c'est très bien, mais c'était pour que les uns souffrent et subissent parfois les contre-coups. J'aimerais pas qu'on vous dise que votre tribune a été à l'origine parfois de la désaffection, le désamour de certains dans le gouvernement. Tout comme l'analyse de M. Maïka sur le MCDDI, où comment expliquer un député qui a été toujours élu depuis 2012, parfois au premier tour, fils d'un leader charismatique, un quartier qui a 100% acquis, et que par là, il chute. C'est inexplicable. Alors donc, ça veut dire que même s'il y avait des imperfections dans l'organisation de ces élections, mais il y a aussi des citoyens qui comprennent qu'à un moment donné, vous les députés, ou les députés sortants, vous leur faites passer de la poudre de perlimpinpin, et à un moment donné, vous disent stop, on n'en veut plus, on vous envoie à vos études. Voilà. Merci pour votre fidélité, merci à l'honorable Kadia, merci à Timothée Makita, merci à François Nkosso, merci à l'honorable Guy Mafima. Je ne vous souhaite pas une carrière pour être député, mais enfin, en tout cas, ma langue a fourché, si jamais vous devenez, ça serait pas mal. La semaine prochaine, un nouveau thème, un nouveau sujet. Que se passe-t-il à l'est de la RDC et quelle issue à la crise?
Parce que, vous voyez, quand ça brûle chez le voisin, hein, il faut toujours amener un petit seau d'eau pour essayer d'éteindre. Donc nous, la semaine prochaine, nous allons recevoir sur ce plateau des amis de la RDC. On a écrit à l'ambassade de la RDC pour qu'on nous envoie une personne ressource. S'il est là, ça serait très bien. Mais en tout cas, il y a son Excellence Pascal Gayama qui sera là, Jean-Pierre Bembo du MLC L de Brazzaville qui sera là, Alain Chungou, et puis on attend un autre invité. Que se passe-t-il à l'est de la RDC? Vous comprenez que l'actualité oblige, sommet de la francophonie, dans quelques jours, comme nous avons la suite dans les idées, nous allons essayer d'éclairer la lanterne de nos compatriotes. Merci pour votre fidélité à la DRTV. Encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir veillé aussi tard. La rediffusion, c'est vendredi sur Force One, les après-midi. Pour ceux qui veulent regarder l'émission, les après-midi. Nous rediffusons l'après-midi. Générique, si vous êtes là, ciao, bonsoir.